Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo des 7 secrets de l'expatriation fiscale. Dans cette première vidéo, nous allons regarder le principal problème. C'est la première étape pour une expatriation fiscale réussie va être de ne plus être considéré de résident fiscal dans son pays. Alors, cela peut paraître simple, mais cela n'est pas si simple qu'on le croit. La première problématique qu'on va voir, c'est la problématique des perpetual travelers, ça veut dire des personnes qui sont constamment en mouvement, qui passent moins de 30 jours dans chacun des pays. On va voir la deuxième problématique, c'est la problématique du TIN. Le TIN, c'est Tax Identification Number. Et nous regarderons de la jurisprudence française. Alors, il faut savoir, d'un point de vue français, sont considérées les personnes résidentes fiscales françaises, c'est l'article 4B du Code général des impôts. Cet article n'est pas restrictif, il est dit, est notamment considéré comme personnes vivant en France, les personnes qui ont le domicile, le foyer, le lieu de séjour principal, le centre des intérêts économiques, l'activité de président pour ceux qui ont des sociétés qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce que je ne pense pas être le cas sur les personnes qui suivent ce programme, et les, euh, les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Mais il faut savoir qu'à ça se rajoute la jurisprudence. Qu'est-ce qu'on veut dire par ne plus être résident fiscal? Lorsque vous devenez résident fiscal d'un nouveau pays, donc lorsque vous changez de résidence fiscale, il faut savoir que le nouveau pays va vous émettre ce qu'on appelle un certificat de résidence fiscale pour prouver comme quoi vous êtes bien résident fiscal de ce pays. Généralement, avec ce document vient ce qu'on appelle un TIN ou un NIF. Le TIN veut dire Tax Identification Number et en français, c'est numéro d'identifiant fiscal. C'est le numéro qui va vous être demandé notamment par les banques. L'ouverture, ça va vous être demandé par les banques sur l'UBO, l'Ultimate Beneficial Owner. On va vous demander son TIN. Par conséquent, si, par exemple, vous ne passez plus de temps en France, que vous n'avez pas de centre des intérêts économiques en France et que vous partez toujours à l'étranger, mais que vous n'êtes pas résident fiscal de notre pays, vous allez avoir un problème, c'est que vous allez conserver un TIN français. Ce TIN français, c'est-à-dire que la France va être au courant de tous les comptes bancaires que vous avez à travers l'échange automatique d'informations. On rappelle que les États-Unis, même s'ils n'ont pas signé le CRS, ont signé le FATCA et que ce FATCA prend en considération le TIN et que Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, qui sera officiellement en exercice en janvier 2021, a promis la réciprocité du FATCA. Donc, si demain, une solution très simple, si demain la France vient vous voir en vous disant vous êtes parti en 2020, on veut les impôts pour 2020, 2021 et 2022. Où est-ce que vous avez payé des impôts? Si vous n'êtes pas résident fiscal d'un pays, automatiquement, vous allez dire je n'ai pas payé d'impôts. Ben, très bien, puisque vous n'avez pas payé d'impôts, vous êtes résident fiscal français, parce que vous ne pouvez pas opposer une autre résidence fiscale. Ça a été jugé à Lyon par une cour d'appel en 2019 qui dit qu'une personne française ne pouvant opposer une résidence fiscale à l'étranger est résident fiscal français. Il faut savoir également que lorsque vous vivez entre plusieurs pays, et ça on le verra dans un autre secret qui s'appelle le conflit de résidence, il faut savoir que lorsqu'on ne peut pas déterminer votre pays d'imposition et le pays dans lequel vous êtes résident fiscal, on retombe sur le passeport pour déterminer dans quel pays vous devez payer des impôts. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas ne pas être résident fiscal d'un pays.
Ce n'est pas possible. Enfin, techniquement, oui, parce que vous cochez aucune des cases, mais vous avez toujours un TIN français et vous avez aucune résidence fiscale à opposer à l'administration fiscale. Quand vous expatriez, vous devez remplir un CERFA. Vous savez, c'est ces petits documents administratifs préimprimés qui va vous demander votre nouvelle adresse et qui va vous demander votre date de départ de la France. Alors, la première limite de ce document, c'est que vous pouvez mettre une adresse, par exemple l'adresse que vous avez prise pour votre LLC américaine et la date du départ quand vous êtes parti en France. Elle ne va pas vous demander un TIN. Mais si la France décide de venir vous taxer, vous n'allez rien pouvoir faire. Il y a des personnes sur Internet, la famille voyageur perpétuelle ou famille nomade. On fera une vidéo sur notre chaîne YouTube qui explique qu'en fait, il suffit de créer une LLC aux USA pour pouvoir percevoir les revenus comme vous voulez partout dans le monde sans passer plus de 30 jours ou 90 jours dans chacun des pays. Alors, la LLC aux USA est une société de personnes. C'est-à-dire que le revenu que vous percevez de cette société, c'est comme si vous le receviez à titre individuel, comme si vous aviez une entreprise individuelle. Si demain vous aviez une entreprise individuelle en France et que vous voyagiez partout dans le monde et que vous n'étiez pas résident fiscal français, on vous dirait « Mais très bien, monsieur, vous avez une source de revenus française. » Parce que c'est une société de personnes. Par conséquent, vous êtes bien résident fiscal français. Ça peut paraître difficile, ça peut paraître être simple, mais la première chose qu'il faut voir pour bien réussir une expatriation, pour ne pas se louper, la première des notions, c'est ne plus être résident de son pays, résident fiscal. C'est la première étape. Que vous soyez belge, que vous soyez français, que vous soyez suisse. C'est l'étape numéro 1, c'est-à-dire faire en sorte de ne plus cocher les cases, ça veut dire faire en sorte de ne pas passer énormément de temps et de connaître les conditions de résidence fiscale de votre pays. C'est l'étape numéro 1. Et c'est celle qui est souvent la plus oubliée dans une expatriation. Le plus important, j'ai un petit bug, excusez-moi. Le plus important, c'est donc de ne plus remplir de cases. Comment on ne remplit plus de cases en France? On fait en sorte de ne plus remplir le 4B du CGI et on ne remplit plus la jurisprudence. La jurisprudence, c'est quoi? La jurisprudence, c'est des décisions de justice qui permettent d'interpréter la loi. Par exemple, dans le cas du Perpetual Traveler dont je vous ai parlé de la décision de 2019, il a été jugé qu'une personne ne pouvant opposer une autre résidence fiscale à la France et qui est français et qui est résident fiscal français, reste résident fiscal français, même si cela n'est pas dit dans le 4B du CGI. C'est pour ça que lorsque vous achetez un code général des impôts, Code général des impôts, c'est les dalleuses, ces gros livres rouges que vous pouvez voir. Vous avez sur une page, vous avez le texte, et ça c'est très important. Donc les 4 conditions, foyer, lieu de séjour habituel, activité professionnelle et centre des intérêts économiques. Et en dessous de cela, vous avez ce qu'on appelle la jurisprudence avec des décisions, Conseil d'État, cour administrative d'appel. Mais la jurisprudence est aussi importante que le texte. Et le problème de la jurisprudence, sauf si vous avez des abonnements pour permettre
de comprendre. Vous avez l'extenso, vous avez le navis fiscal. C'est des abonnements qui vous permettent d'avoir accès à la jurisprudence ou vous avez également doctrine. Tout ça coûte excessivement cher. Je peux vous le dire parce que je viens de renouveler mon abonnement au navis fiscal. C'est 4 000 € hors taxes par an. Je pense que ça, c'est dans les 1 700 € hors taxes si on prend toutes les options, c'est-à-dire jurisprudence, revue, doctrine, etc. Et doctrine, je ne suis pas abonné, mais je reçois les mails à vérifier le prix. C'est aussi important que le 4B du Code général des impôts. Et ça, c'est valable pour la France, pas pour l'étranger. Donc, la première étape, c'est faire en sorte de ne plus être résident fiscal de son pays. Il faut savoir que, et ça c'est un avis personnel mais qui va évoluer, qu'il y a des éléments qui vont être inspirés d'autres pays, pas la taxation, sur la nationalité, mais ce qu'on appelle un régime hybride. Le régime hybride, il est appliqué par le Portugal, c'est-à-dire qu'un Portugais qui a la nationalité portugaise qui s'expatrie dans un pays uniquement pour des raisons fiscales sera considéré de résident fiscal portugais jusqu'à preuve du contraire. Et c'est également le cas de l'Italie. Ces deux pays sont deux pays européens. Ce n'est pas contredit par la Cour de justice européenne, donc ce n'est pas une entrave à la liberté d'établissement. Cela ne s'applique techniquement pas en Europe. Mais par contre, c'est une notion importante à avoir en tête. Ça peut évoluer et il faut toujours prévoir les évolutions. Et pour prévoir les évolutions, il faut s'intéresser aux juridictions étrangères, nos pays voisins. L'Espagne a également jugé la même chose par son tribunal administratif de Madrid concernant un perpetual traveler espagnol qui ne faisait que voyager. Donc, la première étape, le premier secret d'une expatriation, c'est tout simplement ne plus être considéré résident fiscal du pays qu'on veut quitter. Ça, c'est le secret numéro 1, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les règles et il faut faire une étude. Il ne faut pas avoir peur. Soit vous pouvez prendre des formations sur le sujet. Par exemple, pour expliquer les conditions de résidence fiscale française dans le Borderless Entrepreneur, on y passe plus d'une demi-heure à faire l'article 4B plus la jurisprudence, les décisions qui sont excessivement importantes. Dans l'actualité, pour bien comprendre ça, dans l'actualité même, vous allez avoir plusieurs sujets d'actualité. Vous avez eu en juillet 2020 le cas des retraités français vivant au Portugal. Vivant au Portugal, qui ont été considérés comme résidents fiscaux français, même s'ils passaient plus de 183 jours même s'ils passaient plus de 183 jours au Portugal, même s'ils n'avaient pas d'activité professionnelle en France, même s'ils n'avaient pas de foyer en France parce qu'ils vivaient avec femmes à l'étranger au Portugal, qui passaient plus de 183 jours, qui n'avaient pas de centre d'intérêt économique. Il a été retenu par les cours les cours administratives françaises, comme quoi ils étaient résidents, mais ça, on le verra dans un deuxième ou troisième secret. Mais c'est un cas typique du cas du retraité français qui ne passe pas 183 jours en France, qui n'a pas qui n'a pas de centre d'intérêt économique en France, qui vit au Portugal. Ils auraient été considérés résidents fiscaux français
cause d'une problématique dans la législation portugaise, alors qu'ils vivaient bien là-bas, qu'ils ne vivaient plus en France et qui passaient la majeure partie de leur temps au Portugal. Donc, faites attention à ce qu'on vous dit sur Internet. La première étape, la plus importante, c'est de ne plus être considéré de résident fiscal français. Cela passe par plusieurs étapes. Ça passe par l'étape de ne pas déclencher des critères de résidence fiscale en France. Je précise qu'il n'y a, et ça on le verra dans la règle des 183 jours, qu'il n'y a pas la règle des 183 jours écrite dans le texte français et on verra les avantages et les inconvénients d'une telle règle, car à chaque fois qu'il y a un avantage, il y a forcément un inconvénient. En fiscalité, il faut raisonner de cette manière. Et il faut faire attention à la jurisprudence, c'est-à-dire voir tous ces critères qui font de vous un résident fiscal français, un résident fiscal italien, un résident fiscal espagnol, un résident fiscal belge. Le premier point, le premier secret, ne plus remplir les conditions de résidence fiscale du pays qu'on veut quitter. C'est des choses qu'on pense assez simples, qu'on peut penser assez simples, parce qu'on considère qu'il suffit de partir d'un pays pour plus être résident fiscal. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Et comme on le verra dans la prochaine vidéo qui sera le secret 2, en plus de ne plus être résident fiscal du pays, non, c'est le 2, pardon, il faudra faire en sorte d'être considéré résident fiscal du pays dans lequel on veut être. Donc, on appellera ça le changement de résidence fiscale. Et on va voir que là aussi, il y a des raccourcis qui sont trop souvent faits. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à répondre au mail qui vous a donné le lien de la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord ou notre Telegram. C'est fait pour ça. Si vous avez des questions, on sera heureux d'y répondre. On vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite dans le secret numéro 2, comment on établit sa résidence fiscale dans un autre pays. Ciao, ciao.